Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce Conseil des ministres intervenait au lendemain d'une nouvelle étape importante dans notre lutte contre le virus. Une nouvelle étape du déconfinement avec la fin des attestations en journée et la mise en place d'un couvre-feu à partir de 20 heures. Vous le savez, cette deuxième étape a dû être adaptée car la circulation du virus, le nombre de contaminations chaque jour ne diminue plus et nous sommes à un plateau entre 10 000 et 15 000 contaminations par jour depuis maintenant plusieurs jours. Si nous n'avons pas atteint l'objectif de 5 000 contaminations par jour, le président a toutefois rappelé un motif d'espoir. Les décisions que nous avons prises, le confinement adapté, l'esprit de responsabilité des Français ont permis de faire reculer l'épidémie dans notre pays, alors que le virus sévit fortement en Europe, que certains pays, qu'un certain nombre de nos voisins sont contraints de reconfiner ces jours-ci, de refermer un certain nombre d'établissements comme les commerces. Nous avons pu avancer hier, toujours avec prudence, avec mesure et vigilance, et franchir donc cette nouvelle étape. D'autres étapes nous attendent. D'abord, vous le savez, un point le 7 janvier avec cette fameuse clause de revoyure pour les institutions culturelles notamment, puis pour les restaurants autour du 20 janvier. Comme pour les précédentes étapes, les futures étapes dépendront évidemment de la circulation du virus dans les prochaines semaines. Plus nous respecterons les gestes barrières pendant les fêtes, plus vite nous pourrons continuer à alléger les restrictions. Ce Conseil des ministres a également été l'occasion de revenir sur les opérations de tests massifs lancées dans 2 des 4 métropoles pilotes, mais aussi sur la préparation de la campagne vaccinale. Après le Royaume-Uni, les États-Unis ont autorisé à leur tour le vaccin Pfizer et l'Europe devrait rendre sa décision le 21 décembre. Puis dans les jours qui suivent, les agences françaises, qui je le rappelle sont indépendantes, finaliseront leurs recommandations. Au-delà du contexte sanitaire et après la mobilisation internationale pour les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi après les échanges lundi avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République a rappelé notre ambition pour la planète. Ce Conseil des ministres a d'ailleurs permis à la ministre de la Transition écologique de revenir sur l'ensemble des actions en faveur de l'environnement menées par le gouvernement depuis le début du quinquennat. Nous sommes ainsi revenus sur plusieurs actions concrètes. Je pense au verdissement de notre parc automobile avec 750 000 primes à la conversion depuis le début du mandat qui ont été distribués. Nous en aurons distribué 1 million d'ici à 2022. Je pense aussi au triplement engagé du nombre de bornes de recharge électrique dans notre pays. Je pense à notre engagement en faveur de la qualité de l'air, avec la possibilité pour les collectivités de mettre en place des zones dites à faible émission opérationnelle dans les zones les plus polluées. Je pense au plan vélo qui continue à se déployer, notamment en développant les pistes cyclables. Il y en aura 55 000 km sécurisés en 2022, soit une augmentation d'un tiers par rapport à 2017, mais aussi aux plus d'1 million de Français qui ont pu faire réparer leur vélo grâce à la prime de 50 € qui a été décidée au printemps. Enfin, et c'est un engagement très concret du gouvernement, la ministre est revenue sur l'interdiction du plastique à usage unique et la lutte contre le gaspillage. En 2022, la quasi-totalité des Français bénéficieront d'un bac pour le recyclage des emballages et près de 2 tiers des bouteilles plastiques seront recyclées. Ces mesures sont une incarnation de notre vision de l'écologie. Entre ceux qui préconisent de fermer les yeux et ceux qui préconisent de taxer et punir, nous assumons une écologie du mieux qui cherche à améliorer la vie des Français en les accompagnant, une écologie du concret qui se bat pour des projets au lieu de s'arc-bouter sur des postures. Ce sont ces actes, ce sont ces projets qui font de ce gouvernement le gouvernement le plus engagé en faveur de l'écologie depuis le début de la Ve République, avec des décisions historiques comme l'interdiction de tout nouveau permis d'exploitation pétrolier sur notre sol, comme la fermeture de toutes les centrales à charbon à horizon 2022, et évidemment avec le plan de relance qui est un investissement inédit, exceptionnel, de 30 milliards d'euros en faveur de l'écologie. À ce propos, le Conseil des ministres a été l'occasion d'une communication des ministres sur la rénovation énergétique des bâtiments, dont vous savez qu'elle est un élément très important du plan de relance, et je vais y revenir. Les ministres ont communiqué à la suite des décisions qui ont été annoncées en début de semaine.
Nous le savons, les bâtiments représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays et nous allons ainsi lancer la rénovation thermique de 4 214 bâtiments publics pour un investissement total de 2,7 milliards d'euros, dont un quart des projets pour l'université. Ces rénovations seront utiles. Les projets ont été sélectionnés en fonction de leur performance énergétique. Ils viennent du terrain, des départements, des communes. L'essentiel sont des petits projets, des projets à taille humaine. Ils sont équitablement répartis sur l'ensemble du territoire. Ces rénovations seront rapides. Le programme sera engagé dès l'année 2021 et la capacité à commencer rapidement les travaux a aussi été un critère de sélection. Ces rénovations seront justes. Nous assumons de donner plus à ceux qui ont moins. Je pense notamment aux territoires ultramarins. Elles auront un impact sur la vie des jeunes, puisque 50% des projets concernent des établissements scolaires ou universitaires. Ce sont pour les jeunes de meilleures conditions d'études, ce sont de meilleures conditions de logement. Cela répond aussi à l'aspiration des jeunes au développement durable et à la réduction de la consommation d'énergie. Ces rénovations, enfin, elles feront vivre les PME, les TPE et l'emploi. Grâce à France Relance et grâce à cette action en faveur de la rénovation énergétique de nos bâtiments, ce sont 20 000 emplois qui seront créés dans le secteur du bâtiment dans les 3 prochaines années. Ce sera donc un des éléments majeurs du retour de la croissance dans notre pays dès 2021. Le Conseil des ministres de ce matin avait un ordre du jour très dense, des textes qui montrent l'engagement du gouvernement pour parer à toutes les situations et anticiper tous les scénarios face à la crise. Ainsi, ce Conseil a été l'occasion d'examiner plusieurs tests pour adapter nos quotidiens et notre économie à la situation sanitaire et aux gestes barrières. Vous savez que régulièrement, à l'occasion de ces comptes rendus du Conseil des ministres, j'ai l'occasion de vous présenter des ordonnances, des textes réglementaires ou législatifs qui permettent d'adapter le fonctionnement d'un certain nombre de secteurs publics à la crise de la Covid. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a ainsi présenté un texte sur le fonctionnement des instances de gouvernance des entreprises. Le garde des Sceaux a présenté un texte pour permettre à la justice de continuer à fonctionner malgré les restrictions sanitaires. La ministre de la Transition écologique a présenté une ordonnance pour assurer la stabilité de la régulation des aéroports pendant cette période de crise, puisque vous savez que le secteur aérien est particulièrement impacté. La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a présenté de son côté une ordonnance pour permettre, compte tenu de la situation sanitaire, d'allonger certains CDD, de favoriser les prêts de main-d'œuvre et de poursuivre cette action en direction de l'adaptation de notre marché du travail en donnant plus de souplesse aux employeurs dans leur organisation des congés payés. Enfin, une ordonnance a été présentée pour prolonger un certain nombre de dispositifs de soutien en faveur de la culture et des sports, notamment pour permettre aux gérants de certaines institutions ou de salles de proposer à leurs clients des avoirs plutôt que des remboursements immédiats. Ensuite, et toujours dans cet esprit d'anticipation, nous avons examiné ce matin plusieurs textes pour préparer la fin de la période de transition du Brexit. Vous le savez, les négociations avec le Royaume-Uni n'ont pas encore abouti et notre ligne n'a pas changé. Nous souhaitons un accord, mais pas n'importe lequel. Les intérêts de la France et de l'Europe doivent être défendus, protégés, et un accord, s'il devait arriver, devra évidemment les refléter. En attendant l'issue des discussions, nous nous préparons à toutes les éventualités, et c'est l'objet des 3 textes qui ont été discutés. Le Premier ministre a ainsi présenté une ordonnance permettant la poursuite de la fourniture au Royaume-Uni de produits liés à la défense et aux matériels spatiaux. Quant au ministre de l'économie, des finances et de la relance, il a présenté 2 ordonnances pour garantir le fonctionnement des entreprises et protéger les assurés français. Ce Conseil des ministres a également permis de présenter un texte important pour nos relations internationales, pour le rôle que doit tenir la France dans le monde. Le président de la République l'a d'ailleurs réaffirmé à l'occasion de ce Conseil avec force. La France ne se replie pas sur elle-même, y compris dans des temps de bouleversements mondiaux comme nous les connaissons aujourd'hui. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a ainsi présenté ce projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ce projet de loi, c'est la France qui tient son rang, résolue à venir en aide aux nations qui en ont le plus besoin. Ainsi, nous fixons comme objectifs principaux la lutte contre la pauvreté et la préservation des biens publics mondiaux comme le climat, la santé, la biodiversité,
l'éducation ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons un cadre d'action, c'est le multilatéralisme, et avec des partenariats renouvelés avec les États comme avec les ONG, notamment en Afrique, nous avançons. Nous avons une méthode rénovée, un meilleur pilotage de notre politique de développement afin d'obtenir des résultats directs, perceptibles sur le terrain. Nous avons des moyens renforcés enfin, puisque conformément à l'engagement du président de la République, nous allons porter l'aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut dès 2022. C'est un enjeu majeur de solidarité. 3 autres textes, enfin, étaient portés à notre attention. Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer ont présenté une ordonnance réorganisant la partie du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'agit d'une modification de ce code à droit constant pour le rendre plus clair, plus complet et plus accessible. Je précise donc que cette ordonnance n'apporte pas de modification à nos règles d'asile et de séjour. Ensuite, le Premier ministre a présenté un décret portant dissolution de l'Institut national des hautes études et de la sécurité et de la justice, l'INESJ. Il ne s'agit évidemment en aucun cas de se priver de l'expertise et des travaux de l'INESJ, mais d'en assurer un pilotage plus optimal et une meilleure organisation, notamment au sein du nouvel Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Enfin, la ministre du Travail a présenté le décret qui va permettre une augmentation du SMIC de 0,99% au 1er janvier 2021, conformément aux préconisations du groupe d'experts en la matière. C'est l'occasion de rappeler que notre politique constante depuis 2017 vise à renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui travaillent au SMIC. Je rappelle la prime d'activité qui a été élargie et renforcée. Je rappelle un certain nombre de mesures qui ont été prises pour valoriser financièrement le travail pour nos concitoyens qui sont au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC. Cela fait pour une personne au SMIC un gain mensuel de 136 à 236 € par mois lorsque nous cumulons l'ensemble de ces mesures. C'est une augmentation historique et il n'y avait jamais eu depuis 60 ans une telle augmentation aussi rapide de la rémunération au niveau du SMIC. Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur ce Conseil des ministres à titre liminaire et je me tiens évidemment à votre disposition pour les questions. J'en profite pour saluer ceux qui sont au fond de notre salle et qui sont en nombre, des stagiaires de 3e qui sont avec nous aujourd'hui, ce qui me permet de rappeler que dans ce moment difficile, y compris pour trouver des stages, évidemment les institutions publiques, la présidence de la République et les ministères prennent toute leur part dans la mobilisation qui doit être collective pour permettre aux jeunes d'accéder à des stages de qualité. Oui. Bonjour, Marie Chantrey pour TF1 LCI. Vous avez déclaré ce matin que la vaccination pourrait peut-être commencer d'ici la fin de l'année. Il était question de démarrer en janvier. Est-ce qu'il y a la volonté aujourd'hui, de la part du gouvernement et des 27, puisque ça va se faire de manière coordonnée, d'accélérer sur la stratégie vaccinale? Il y a besoin d'aller plus vite quand on voit les images aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et voilà, que cette stratégie s'accélère. Merci beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas eu de nouveauté dans mes déclarations, puisque vous vous souvenez que le président de la République, quand il s'était adressé aux Français, avait lui-même donné comme horizon fin décembre, début janvier. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que nous démarrerions la campagne vaccinale dès lors que les processus de validation scientifique indépendants seraient arrivés à leur terme et auraient validé la mise en circulation d'un vaccin. C'est peut-être une différence que nous avons avec d'autres pays, et nous l'assumons, c'est ce que nous portons en Europe, c'est le souhait de mener à leur terme l'ensemble des expertises scientifiques sans passer par des procédures accélérées, puisque c'est là un gage de confiance pour nos concitoyens. Vous avez vu que l'Agence européenne du médicament a communiqué sur une décision qui sera rendue le 21 décembre. Et dans la foulée, dans les jours qui suivront, les autorités de santé nationales rendront leurs avis et puis nous pourrons démarrer une vaccination. Je n'ai pas d'annonce de date à vous faire aujourd'hui. Je rappelle que le Premier ministre s'exprimera d'ailleurs cet après-midi à l'Assemblée nationale et demain au Sénat sur ce sujet de la vaccination. Mais évidemment, dès lors que les validations scientifiques auront été données, évidemment, nous irons vite pour démarrer cette campagne de vaccination. Monsieur Becht. Bonjour, Adrien Beck, Europe 1. Ce matin, dans le Parisien, le président du Conseil scientifique dit « Restons extrêmement prudents, encore 3 à 6 mois ». Est-ce que c'est une borne temporelle, un horizon temporel que vous partagez ? Évidemment, nous
Nous écoutons avec beaucoup d'intérêt les projections, les estimations qui sont faites par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, président de la République, dans une précédente intervention et allocution devant les Français, avait lui-même fixé comme horizon important celui de l'été prochain. Mais évidemment, nous avançons avec beaucoup de prudence. Cette épidémie nous a montré qu'elle était souvent imprévisible. Nous continuons à découvrir des éléments sur ce virus, sur sa circulation, sur les différentes vagues qui peuvent surgir dans cette épidémie. Et donc, il faut être à la fois confiant, serein, mais prudent dans les projections que nous faisons pour notre part. Et c'est tout l'enjeu du Conseil scientifique que de lui-même, sur la base d'expertise scientifique et de l'expérience de ses membres, que de donner des perspectives aux Français. Bonjour, Julien Chavannes, RFI. L'OMS recommande de porter le masque même en famille à l'occasion de ces fêtes. Est-ce que vous reprenez clairement ce conseil et vous